Je m'appelle Jonas, j'ai 28 ans et je vis dans un sous-sol barricadé depuis 8 mois. Cet abri improvisé se trouve sous les ruines d'une ancienne école, un lieu qui était censé être un refuge temporaire. Avant, j'étais apprenti cuisinier. Aujourd'hui, je suis un survivant qui rationne ses maigres provisions et dépend d'un compteur Gégère bricolé pour éviter de sortir au mauvais moment. La solitude est devenue mon quotidien. Je me rappelle encore ce jour, le jour où les bombes sont tombées. D'abord un flash éblouissant, suivi d'une onde de choc qui a fait trembler la ville. Puis, le silence. J'étais chez moi quand c'est arrivé. Sans trop réfléchir, j'ai couru vers l'école voisine. On disait que sa structure était solide. J'ai tout laissé derrière moi, photos, objets de valeur, souvenirs. Ce qui importait, c'était de survivre. Ma famille vivait dans une autre ville. Depuis ce jour, je n'ai eu aucune nouvelle. Mes amis, dispersés, morts, ou introuvables. La seule personne à laquelle je pense parfois, c'est Emeline. Une amie que j'ai rencontrée peu avant l'attaque. On avait commencé à se rapprocher, sans jamais officialiser quoi que ce soit. J'espère qu'elle a survécu, mais je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que je suis seul ici. Mes réserves s'épuisent rapidement, les boîtes de conserve se font rares, l'eau filtrée encore plus. Et le taux de radiation à l'extérieur reste élevé. Il me faut des masques neufs et des médicaments si je veux tenir. Rester ici plus longtemps serait signer mon arrêt de mort. L'idée de sortir me terrifie. Les rues irradiées sont un piège mortel. Mais rester ici, c'est mourir à petit feu. Je ressens la faim qui me ronge, la fatigue qui s'accumule. Alors, je me répète, tu n'as pas le choix, Jonas. Faut y aller ou mourir. Je parle parfois avec Paul, un voisin rescapé. On communique via un vieux talkie-walkie. Lui aussi manque de tout. Parfois, on partage nos idées pour trouver des itinéraires moins risqués. Paul est un soutien moral, même si on ne s'est jamais rencontré en personne. On a convenu qu'en cas de coup dur, on essaierait de se rejoindre. Mon père était ouvrier, ma mère infirmière. Aucun d'eux n'était préparé à affronter une guerre nucléaire. Moi non plus. Tout ce que je sais sur la radioactivité, je l'ai appris dans des brochures de survie que j'ai trouvées après l'attaque. Ce n'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Je prends une décision. Demain, à l'aube, je quitte cet abri. Mon objectif est un ancien supermarché que j'ai repéré. Peut-être y trouverai-je encore de quoi manger. Je prépare un sac à dos, des filtres d'air de fortune, et un vieux couteau que j'ai récupéré. Avant de partir, je scelle la porte de mon sous-sol et débranche tout pour économiser la batterie. Je regarde une dernière fois une photo de mes parents. Je la glisse dans ma poche. J'établis un itinéraire sommaire sur un bout de carton. Pas de place pour l'imprévu. Paul m'annonce par radio qu'il a entendu parler d'un groupe violent qui traque les survivants pour les piller. Leur présence complique les choses. On se promet d'être prudent, de ne faire confiance à personne. Cette information ajoute une menace supplémentaire à ma mission. Le lendemain, à l'aube, je sors enfin. L'air est glacial, le compteur Gégère grésille constamment. Mon masque me serre la tête, mais je n'ai pas le choix. Au détour d'une ruelle, je tombe sur un mur écroulé qui bloque le passage. Cela m'oblige à prendre un détour, augmentant mon exposition aux radiations. En longeant une route déserte, je découvre un véhicule militaire renversé. À l'intérieur, je trouve des documents indiquant qu'un convoi transportant des masques anti-radiation et des médicaments aurait disparu non loin d'ici. Ces informations ravivent un espoir, peut-être puis-je localiser ce convoi. Je réalise que retrouver ce convoi pourrait résoudre bon nombre de mes problèmes. Mais cela me force à m'éloigner de mon objectif initial, le supermarché. Je pense aussi à Paul, il aura besoin de masques si je mets la main dessus. L'espoir combat la peur. Je décide de suivre un plan hybride, aller d'abord au supermarché, puis explorer la zone mentionnée dans les documents. Je note sur mon bout de carton, convoi, axe nord. La flexibilité est ma seule arme. En chemin, j'aperçois une femme blessée. Elle s'appelle Claire et me supplie de l'aider. Elle affirme avoir vu le convoi et m'indique une direction avant de s'effondrer d'épuisement. Je soigne brièvement sa plaie, mais je dois poursuivre ma route. Claire me parle de son compagnon, mort sous ses yeux lors d'une explosion. Cela réveille en moi le souvenir de mes parents, disparus bien avant tout cela, mais la douleur reste vive. Je m'efforce de rester concentré sur ma mission. J'arrive enfin au supermarché. Les ruines semblent avoir été pillées, mais je me risque à entrer. L'atmosphère est tendue, tout bruit peut annoncer un danger. Je sais que chaque seconde compte. En fouillant les lieux, je tombe sur 3 individus armés. Ils me menacent et exigent tout ce que j'ai. J'essaie de négocier, expliquant que je ne cherche qu'à survivre. Mais leur intention est claire, ils veulent tout, y compris ma vie. Je réussis à m'échapper après une lutte chaotique.
J'ai récupéré 2 boîtes de conserve et quelques comprimés anti-radiation, mais je suis blessé au bras. Je cours, évitant de justesse leurs tirs. Mon cœur bat à tout rompre. Essoufflé mais vivant, je prends conscience de ma transformation. Je suis plus dur, plus résolu. J'ai pris des risques insensés, mais c'était nécessaire. Je murmure, je suis encore là. Peut-être que tout cela en vaut la peine. De retour à l'abri, je contacte Paul. Je lui signale que le supermarché est dangereux, mais que j'ai quelques comprimés à partager. Claire, quant à elle, a disparu. Je suppose qu'elle a continué sa route, emportant son destin avec elle. Je nettoie ma plaie avec le peu de ressources que j'ai. Mon inventaire est maigre, mais chaque élément compte. Les routines reprennent, surveiller la porte, vérifier le compteur Gégère, préparer un maigre repas. La survie continue. Je repense au convoi militaire. Peut-être que des vivres et du matériel m'attendent encore quelque part. Et ma sœur, si elle a survécu, je dois la retrouver. L'idée germe, quitter cet abri pour chercher quelque chose de mieux. Je note dans mon carnet, j'ai vu l'enfer, mais je ne baisse pas les bras. Demain, je repars. Faim ou pas, je veux retrouver ma sœur, je veux retrouver un sens. Je ferme le carnet et m'endors, le couteau serré contre moi. Demain sera un nouveau départ. Le lendemain, alors que je me dirige vers l'emplacement présumé du convoi, j'aperçois une silhouette familière au loin. Mon cœur s'emballe. En m'approchant, je reconnais le visage de ma sœur, Sarah. Elle est vivante, maigre et fatiguée, mais bien réelle. Elle me regarde avec des larmes dans les yeux, et nous nous étreignons sans un mot, trop émus pour parler. Sarah me raconte comment elle a survécu en se joignant à un petit groupe de survivants qui s'est réfugié dans un bunker à quelques kilomètres. Elle me propose de les rejoindre, expliquant que leurs ressources sont limitées mais qu'ensemble, nous avons une meilleure chance. Pour la première fois depuis longtemps, je ressens une véritable étincelle d'espoir. En suivant Sarah, je découvre le bunker et ses occupants, une dizaine de survivants qui partagent le peu qu'ils ont. Leur accueil est chaleureux, malgré la méfiance initiale. Ensemble, nous organisons les vivres, planifions des sorties pour trouver des ressources, et partageons nos histoires.